cette invitation. C'est pas simple de revenir chez soi, si j'ose dire, et de voir les enseignants qui vous ont formé, en tout cas une grande partie d'entre eux, et puis les étudiants d'aujourd'hui. En tout cas, c'est formidable de tenter de partager avec vous quelques idées autour de la question du réemploi et de la réhabilitation. Alors j'ai choisi ce sujet un petit peu à l'initiative de discussion avec Aurélie Husson parce que j'avais envie de faire un bilan sur ces projets qui passent par l'agence comme architecte ou comme ingénieur, voire comme architecte-ingénieur. Parce que je trouvais que la façon d'aborder ces questions était complètement différente que lorsqu'on avait affaire à un projet neuf. Et lorsque je faisais un retour d'expérience pour moi-même sur ces questions, je me rendais compte, en étant honnête avec moi-même, que je gérais dans ces processus de projet une incertitude de connaissance du bâti qui n'était pas, on va dire, qui ne tombait pas sous le coup de la preuve. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du travail qui était de l'ordre du ressenti, de la méthode, du consensus, du jugement partagé, et qui était en ce sens assez différente de l'approche que l'on peut avoir sur un bâtiment neuf où en règle générale on est dans la position de tout démontrer. En tout cas, de faire croire qu'on peut tout démontrer. Dans un bâtiment existant, tous les acteurs s'accordent, du bureau de contrôle à l'ensemble des intervenants, pour dire qu'une partie des informations et des validations qu'on obtient dans le processus sont des validations que l'on décide collectivement entre soi, sans forcément les attester par une démonstration, une note de calcul ou mieux encore un référentiel normatif. Et j'ai aussi été confronté à des situations plus récentes de réemploi de systèmes constructifs où là j'ai découvert que dans le fond la seule façon de réussir à réassurer un système constructif qu'on connaissait était de revenir à des méthodes d'analyse qui étaient celles qui ont précédé le calcul de structure, c'est-à-dire avant qu'à la fin du 19e siècle, on ait des moyens d'anticiper un résultat, mais dans le fond, on revenait très, très en arrière de cela, et on faisait des tests, on vérifiait des déformations, on regardait comment l'objet se comportait, et ça remplaçait l'analyse. Et donc, fort de cela, j'ai eu envie d'écrire autour de ça, à partir de quelques exemples, aussi sous-tendus par cette chance que j'ai depuis maintenant fort longtemps de travailler sur des objets démontables dans l'espace public, où là encore on est dans des situations de projet où on ne connaît pas tout et on doit quand même prendre une décision, et dans le fond on combine l'analyse et l'intuition, et j'avais envie d'échanger avec vous là-dessus. Alors j'ai préparé des choses à vous dire et à vous montrer, après on s'arrête quand vous voulez dans le fond. Alors, l'hypothèse de départ, c'est que la technique pour l'architecture est toujours quelque chose qui déconcerte le projet. C'est-à-dire que c'est jamais un processus linéaire, parce que la technique n'est pas hors sol, elle est réassemblée dans un processus qui est bien plus large, dont l'objectif n'est pas d'être constructive en tant que telle, mais d'être un projet qui fait sens. Et donc cette question, c'est une question qui déconcerte le projet, c'est-à-dire qu'il le met un petit peu en girouette, d'autant plus qu'aujourd'hui on est dans des systèmes de fonctionnement où on nous demande de prouver que le projet peut avoir une durée de vie de 50 ans au maximum, voire de 100 ans, et donc on se rend compte qu'on gère cette superposition des demandes de manière assez, dans le fond, assez désordonnée. Et donc, ceci encore plus lorsqu'on réutilise et on transforme. Alors bien entendu, l'activité de construire, c'est quelque chose qui a à voir avec les ressources possibles. Les ressources, on les connaît, et on n'en parlera pas particulièrement ce soir, mais moi je vous propose de considérer que le bâti existant, ou le réemploi des structures ou des systèmes constructifs existants, c'est une nouvelle ressource. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a toujours considéré le minerai de fer, les agrégats du béton armé, etc., le sable pour le verre, et l'argile pour la brique, comme des ressources, mais on pourrait faire l'hypothèse que lorsqu'on réemploie un objet qui est déjà là, c'est une ressource. Et donc c'est une ressource qu'on va retransformer. Simplement, à la différence des autres ressources, elle a un patrimoine génétique qu'on ne connaîtra jamais complètement.
Alors, la première chose qu'on pourrait se demander, c'est comment situer cette ressource. Alors, mon sentiment, c'est qu'à l'inverse de la façon dont on aborde un système constructif neuf, si on travaille à partir d'un déjà là, on doit partir de la ressource comme hypothèse de projet. C'est-à-dire que plutôt que de se confronter à la limite de la ressource trop tard, on peut commencer par se poser la question des limites de la ressource comme un élément qui va donner au projet architectural, peu à peu, par les itérations qu'on connaît, une ou plusieurs limites. Et d'ailleurs, dans ce contexte, la notion plus large de patrimoine, elle devient assez abstraite aujourd'hui, parce que c'est pas seulement un objet qui fait sens, mais c'est un objet qui, après une restauration, quelle qu'elle soit, doit réintégrer l'histoire de la construction dans notre présent. Alors, le scientifique Yves Bréchet, qui a écrit un texte extraordinaire, qui est une open source, une conférence au Collège de France, que je donnerai à Aurélie, puis qu'elle pourra vous diffuser, avait l'habitude de classer les matériaux, ou de classer l'histoire des matériaux de construction, ou des matériaux au sens large, en 4 étapes. La première étape sont les matériaux de rencontre, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le circuit court, mais le circuit court, ça existe depuis qu'on construit, c'est-à-dire les matériaux proches de soi. Jusqu'à la révolution industrielle, c'est principalement la pierre, le bois, l'argile, un peu le fer, mais pas dans des grandes proportions. À partir de la fin du 19e siècle, tout à coup, il y a une rupture qui s'opère. Une rupture parce qu'on a tout à coup scientifiquement les moyens d'optimiser et d'anticiper le résultat, et ça va coïncider avec l'apparition des matériaux de construction qui ont fondé le XXe siècle, l'acier, le béton armé, béton précontraint, que vous connaissez tous. Et puis, plus on avance dans le siècle, plus on est face à des matériaux en compétition, voire des matériaux sur mesure, c'est-à-dire qu'on est dans des situations où on va formuler nous-mêmes la ressource. Et le béton de fibre, dont on verra 2 images tout à l'heure, c'est vraiment l'image d'un matériau sur mesure, c'est-à-dire que les industriels ont défini une formule de matériaux qui ne renvoie pas à un ensemble de ressources distinctes, mais à une sorte d'émiettement des ressources, comme une sorte de recette nouvelle. Et puis tout ça s'est rompu, en tout cas a été fortement remis en question aujourd'hui avec le retour des matériaux biosourcés dans le système, dont on ne parlera pas ce soir, mais dont on sait qu'on leur demande d'être biosourcés tout en étant aussi fiables que s'ils étaient faits sur mesure, ce qui pose tout un tas de questions d'ailleurs. Et puis, on a aussi invité, parce qu'on a un patrimoine comme ça qui est présent et qu'on est obligé de réutiliser, la réhabilitation, voire le réemploi, comme matériaux, comme nouvelles ressources à qui on va demander des performances de matériaux de compétition. Si on prend un tout petit peu plus de distance, on peut faire un tout petit peu d'histoire des sciences, et c'est intéressant de se rappeler que les scientifiques, depuis Galilée, ont tenté d'établir un échange entre le réel et sa représentation. Alors, pour des personnalités comme Galilée, il s'agissait de... Ça, c'est une gravure qui est extraite de son ouvrage précis pour de nouvelles sciences. Galilée, par exemple, est le premier à avoir tenté de se poser la question de la façon dont la matière résistait à l'intérieur d'elle-même et non pas seulement à l'extérieur d'elle-même, ce qu'on appelle dans le jargon de l'ingénierie ou du calcul de structure les sollicitations internes. Et dès lors que l'être humain a fait ça, que le scientifique, il s'est retrouvé face à une représentation déjà imparfaite du réel, puisqu'il s'agissait d'anticiper un comportement d'une matière neuve que l'on connaîtrait toujours relativement imparfaitement et dont on connaîtrait le comportement à venir toujours imparfaitement. Donc cette représentation entre le réel, cette relation entre le réel et sa représentation imparfaite, c'est quelque chose qui existe depuis que l'homme a tenté d'anticiper le comportement des systèmes pour pouvoir, in fine, les produire à grande échelle. Et ce domaine s'est extraordinairement développé tout au long du XXe siècle, de manière scientifique, de manière pratique, de manière théorique, de manière opérationnelle. On connaît tous des exemples magnifiques un peu partout dans le monde. Et puis, ce qui se passe avec la réhabilitation,
c'est qu'on doit opérer comme Galilée, c'est-à-dire on doit représenter imparfaitement le réel d'un objet pour le réutiliser, tout en faisant l'hypothèse qu'on ne connaîtra jamais ce réel assez bien parce qu'on ne va pas aller sonder chaque mètre linéaire de mur, chaque mètre linéaire de plancher. Donc à un moment donné, on est obligé de faire une sorte de lien entre une représentation imparfaite du réel et l'objet sur lequel on doit prendre position pour sa nouvelle existence, dans le fond. Alors, par exemple, lorsque Galilée a tenté il y a eu cette intuition géniale, c'était à la fin de sa vie, il était un petit peu mis sur le côté, et donc il a eu cette intuition extraordinaire de dire que, dans le fond, l'équilibre interne d'une poutre, c'était une intuition fausse, mais une idée de génie, en fait. C'était parce qu'il se produisait dans la poutre une sorte de force de traction qui, combinée avec l'appui de la poutre sur le mur en brique, fabriquait une résistance qui allait s'opposer à l'effondrement de cette même poutre à laquelle on avait suspendu un corps de pierre. L'intuition de Galilée n'était pas complètement juste, mais elle était parfaitement bonne, c'est-à-dire que plutôt que de se dire qu'on avait une seule force, les sciences évoluant constamment, on a constaté qu'on avait plutôt deux familles de forces internes, la force de compression et de traction. Et donc pendant un temps, on avait conscience de ça, mais personne n'osait l'utiliser, c'était impensable. Pourquoi se dire que ce calcul est juste? Jusqu'au 19e siècle, où alors tout à coup c'est devenu un outil qui a permis d'anticiper le comportement d'une poutre dans le temps. Cet outil, qu'on appelle la résistance des matériaux, s'est en lui-même combiné avec une connaissance de plus en plus fine des matériaux et de leur comportement, et surtout d'ailleurs de leur comportement différé, de leur comportement dans le temps, etc. Mais ce processus-là, qui a fondé tout le domaine de la construction, c'était un processus qui prenait comme source une matière première identifiée. Donc, je vous ai mis quelques images de Galilée. Ce qui nous donne les matériaux optimisés, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, même si la tour Eiffel a été calculée à la main, c'était quand même fantastique, hein, c'est-à-dire que c'est toujours magnifique de regarder ces objets en se disant qu'il y a quelqu'un qui l'a calculé à la main et qui avait une connaissance relativement sommaire de tous les phénomènes dynamiques, de tous les phénomènes qui étaient liés à la hauteur, de toutes les incertitudes du calcul. Et d'ailleurs, à l'époque, ce qu'avait fait Eiffel, c'est que pour essayer dans le fond de circonscrire le caractère aléatoire du résultat, il l'avait confié à différents individus, différents ingénieurs, et leur avait demandé de faire converger leur vision. C'est-à-dire qu'il avait fait l'hypothèse qu'une seule vision de la réalité imparfaite ne couvrait pas de manière suffisamment sûre le comportement de l'objet, tout ça étant aussi associé à de la matière sûrement surabondante, qui permettent, elles, de couvrir l'incertitude de la mise en œuvre. Donc on voit comment s'opère un processus imparfait qui, dans le fond, à la fin, débouche sur un résultat qui permet au concepteur de s'engager sur le comportement de l'objet. Donc cette idée de l'imperfection n'est pas une idée neuve. Ça fonde même le rapport entre un concepteur, et d'ailleurs c'est vrai, on parle de structure, mais on pourrait parler de tous les sujets qui touchent un bâtiment, et on sait toujours qu'on est dans cette espèce d'incertitude entre ce que l'on pense et ce que l'on réalise. J'ai mis ce petit diagramme au passage, c'est un vieil ouvrage de 93, un ouvrage allemand qui montre les ruptures qui se sont opérées en Europe entre le bois, la déforestation, l'apparition de l'acier, et puis donc l'apparition des matériaux sur mesure au XXe siècle. Ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, c'est une nouvelle rupture. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que globalement, lorsqu'on lit les manuels de construction, lorsqu'on lit les cours, par exemple de l'École nationale des ponts et chaussées ou d'autres cours du même type, on se rend compte qu'on enseigne des solutions types. Et puis ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, parce que la question de performance s'invite, la question liée au confort s'invite, la question liée au confort, en termes de valeur qualitative du lieu, cette notion de solution type va peu à peu être remplacée par la notion de performance à atteindre. Cette question de performance à atteindre, c'est l'ouverture possible à une sorte de recherche débridée
de solutions, on va dire, techniques appliquées à l'architecture qui conduit aujourd'hui à une forme d'ouverture des systèmes constructifs qui n'a jamais été aussi remarquable. Elle est même tellement forte qu'elle finit par même nous perdre, puisqu'on mélange les matériaux, les règles ne suivent pas les essais, les garanties demandées sont parfois, on va dire, sont parfois incohérentes avec la demande de réutilisation ou d'utilisation, par exemple, de systèmes comme la brique de terre crue, etc. Donc, on voit que la notion de performance à atteindre, qui a remplacé la notion de solution type, a ouvert la porte à une sorte d'imagination technique débridée, qui s'est emparée, on va dire à partir des années peut-être 2000, je ne sais pas, peut-être autour de ça, qui s'est emparée de la question du réemploi et de la réutilisation comme une valeur de ressources. Alors les matériaux sur mesure qui apparaissent à la fin du XXe siècle, c'est par exemple le béton de fibre. Le béton de fibre, c'est un drôle de béton, c'est un béton qui est dosé à 900 kg au mètre cube de ciment, qui a plus d'agrégat, qui est étanche, qui est mélangé avec des fibres, et tout à coup c'est une sorte de matière qui est à la fois résistante à la compression, à la traction, qui permet d'arriver à des épaisseurs qui ne ressemblent plus au béton mais à l'acier. Donc c'est un drôle d'objet qui, dans le fond, dans le monde de l'architecture, représente l'étape finale pour moi, enfin l'étape caractéristique de ce qu'ont pu être les matériaux sur mesure. Là, c'est une photo prise chez un industriel où, dans le fond, on vient choisir, comme sur un buffet, on vient choisir ces fibres, on fait un mélange et on obtient des performances. Ça vous donne des objets aussi insensés, puisque ces marches d'un escalier construit à Londres sont en béton et non pas en acier. Donc les bandes podotactiles sont le résultat du moulage du béton de fibre, ce qui vous donne une idée de la précision de la matrice cimentaire. Puis en plus, maintenant, on invente l'impression 3D. Bon, donc tous ces objets-là nous emmènent dans un monde où il y a une forme de déconnexion assez forte entre la conscience des ressources et la transformation des ressources. Et puis, en 2022, ce que l'on constate, c'est l'omniprésence de la question de la performance, bien sûr liée aux enjeux du changement climatique. Et puis dans ce contexte, tout à coup, une pratique opérationnelle inverse a émergé, qui est la valorisation de l'enracinement local des projets d'architecture. C'est-à-dire que tout à coup, on est dans un contexte qui est l'opposé, qui est presque plus complexe dans le fond, parce que si on est tous d'accord pour mettre le réemploi et la réhabilitation au centre de notre travail, on est tous, chacun dans des contextes différents, confrontés à la même problématique de superposer la performance qui est attendue par un maître d'ouvrage et l'incertitude qui est donnée par un état existant. D'ailleurs, les bâtiments sur lesquels on travaille aujourd'hui sont des bâtiments qui sont en général issus des deux premiers états qui sont donnés par Yves Bréchet, donc des bâtiments qui sont faits avec des matériaux de rencontre comme la pierre, le bois, etc., la brique, ou des matériaux optimisés, le béton qui d'ailleurs pose une question redoutable, parce que le béton s'avère être un matériau extrêmement fragile, dont on ne voit pas réellement l'état d'altération sans faire des campagnes d'essais assez poussées, et notamment on n'arrive pas bien à voir, si ce n'est lorsqu'on a des éclatements de l'enrobage, la façon dont l'enrobage du béton s'est altéré dans le temps et engendre un enrouillement progressif de la structure qui ne se verra peut-être que trop tard. Donc on réemploie dans le fond ce qui avait illustré le passage du XVIIIe au XXe siècle. Alors on a été confronté à cela, et puis je me suis souvent rendu compte qu'il était inutile d'essayer de tout démontrer et qu'il fallait plutôt tenter de présenter une méthode ou une approche qui fasse que, par redondance, on arrive à se dire collectivement qu'on était en sécurité. Par exemple, si on prend cette petite passerelle modeste dans le marais Poitevin, donc une passerelle très abîmée, très rouillée, avec des poteaux on va dire très fragiles,
le client, le maître d'ouvrage souhaite refaire cette passerelle avec un budget, je me rappelle bien, de 140 000 francs. Même pas en euros. D'ailleurs, on n'arrive même pas à y croire, mais c'est bien ça. 140 000 francs. Et bien entendu, il n'est pas possible de démonter la passerelle. Avec quel argent? Il ne faut pas venir de grue. Il n'est pas possible de refaire de fondation. Avec quel argent on fait des bâtards d'eau? Les pieux, les fameux pieux vissés, les technopieux n'existent pas à l'époque. Donc on sait, il y a un état d'enrouillement qui est très clair. Donc l'idée n'est pas seulement de redessiner les appuis, mais d'essayer de mettre en place une méthode imparfaite qui permette de sécuriser l'ouvrage. Donc différentes étapes sont mises en place. Par exemple, la mesure de l'état d'enrouillement, ça c'est quelque chose que l'on peut apprécier. On peut apprécier et on peut dire, ben voilà, mon plat d'acier a perdu X millimètres et donc sa résistance sera non pas de A, mais de A moins quelque chose. Donc là, on est dans une approche relativement claire. L'état du rivet de liaison de ces diagonales d'une poutre de type Fink, ça, on ne sait pas s'ils sont cassés ou pas. Donc comment fait-on pour appréhender le risque d'une rupture qu'on n'a pas vue? Il n'est pas possible de transporter la passerelle à 300 km chez un charpentier pour la nettoyer et la repeindre. Donc l'hypothèse qui est retenue, c'est de changer les appuis sur place avec un radeau. Donc on sait qu'on va changer ce qui est apparent, mais on ne va pas changer ce qui est immergé. Donc on voit bien que le raisonnement se met en place en ayant une connaissance imparfaite de l'état des liaisons entre les pièces en diagonale, en n'ayant pas les moyens d'accéder à l'infrastructure de l'ouvrage et en étant en capacité de changer les appuis en maintenant l'ouvrage en place. Et c'est là que la démarche ou la méthode, elle prend un virage un peu différent de celui de l'analyse, et elle prend un virage qui est pour moi plutôt dans l'ordre du narratif. C'est-à-dire, on se dit, bon, je ne peux pas accéder à ces fondations existantes, néanmoins, l'objet doit pouvoir être assurable. Donc, on va discuter avec le maître d'ouvrage pour lui proposer d'instrumentaliser son ouvrage dans le temps, pour vérifier les tassements, c'est-à-dire qu'on remplace la preuve et la réception de travaux par une démarche où le maître d'ouvrage va partager une partie de la responsabilité avec vous. Donc, on doit faire évoluer la relation qui s'installe avec le maître d'ouvrage. Comment faire pour savoir si les rivets sont plus ou moins altérés dans la poutre Fink? On n'a pas de solution, on peut les faire sonner, donc on les fait sonner, mais on a un résultat qui est plutôt intuitif que objectif. Donc là, on va faire une analyse de la poutre et tester la sensibilité du comportement de la poutre si on néglige 10, 15, 20% des diagonales, si on a une rupture brutale. C'est-à-dire qu'on va inventer peu à peu un récit qui va se substituer à l'analyse et qui va mettre en demeure l'ensemble des acteurs, dont le bureau de contrôle de l'opération, sur une forme d'engagement différent. Donc c'est comme si, dans le fond, on mettait l'imprécision comme une donnée initiale que l'on assume et qu'on réfléchisse par le jugement partagé à une façon d'avoir un consensus sur la pérennité du système. Pour l'anecdote, il n'était pas possible de la repeindre à l'extérieur, donc on a construit une machine sur roue qui roulait sur les garde-corps pour pouvoir déplomber et peindre à l'intérieur sans abîmer l'environnement. Donc on a là, dans le fond, une démarche sur un projet où on peut considérer que peut-être 70%, même moins, 60% du projet est traité de manière conventionnelle et 40% du projet est traité de manière non conventionnelle. Alors, bien entendu, si on commence à instrumentaliser un bâtiment ou un ouvrage, si on commence à faire des essais de sensibilité, du comportement, on n'est plus du tout dans une démarche qui va s'accrocher naturellement à un environnement normatif connu. On est dans une démarche où, dans le fond, on doit se convaincre, dans le fond assez démocratique, on doit se convaincre collectivement
que le risque pris est un risque normal. Ça, c'était sur le pont avec le bureau de contrôle de l'opération. Alors, il y a un terme pour ça, il y a une méthode qu'on appelle le SWOT ou le MOF, peut-être que quelqu'un connaisse, c'est ce qu'on appelle le diagnostic stratégique en fait. C'est-à-dire que plutôt que de se mettre dans une position d'analyse fermée d'une question, on se met dans une position d'analyse ouverte, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier ce qui est menaçant, quelles sont les forces et les faiblesses du système, quelles sont les opportunités de remplacement ou renforcement. Et plutôt que de présenter un diagnostic qui soit une position finale, on va plutôt proposer un diagnostic qui soit une position dynamique et qualitative au regard des menaces ou des opportunités produites par le sujet traité. Et donc, en ayant cette position en mouvement, on échappe à l'obligation de donner une réponse finale. Et indirectement ou directement, on met en demeure l'ensemble des intervenants de prendre position par rapport à une connaissance imparfaite d'un sujet. Donc c'est interne, c'est les forces et les faiblesses. Ça c'est entre le qualitatif, l'analyse, le relevé et le sondage. Externe, c'est opportunité-menace, c'est-à-dire comment j'essaye de circonscrire le risque d'effondrement du dispositif. Ce qui veut donc dire que, tout comme on est dans un circuit court, local, au niveau des projets, on peut imaginer que le diagnostic que l'on applique à un projet est aussi toujours un diagnostic contextuel. C'est-à-dire que, plutôt que de superposer une méthode globale sur un sujet donné, on va plutôt partir du lieu, de ses perturbations, de sa configuration géométrique, pour voir comment superposer des critères génériques à une position singulière. Donc on part du local vers le global. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant parce que la relation qu'on a en général par rapport à la norme, c'est de partir du global et de faire rentrer bon an mal an le projet dans le global. Et on sait bien, enfin je veux dire, tout le monde sait bien ici que c'est extrêmement complexe. Et là, on fait l'inverse. On dit que le local est plus important que le global et on essaye de voir comment rapprocher la règle générale de la règle singulière. J'avais fait cette expérience-là sur le théâtre romain d'Orange, où on nous avait un jour dit est-ce que vous êtes d'accord de démontrer que lorsqu'on aura mis une toiture sur la Seine pour protéger la pierre, le théâtre romain d'Orange est toujours stable au séisme. Bon. Comment vous faites un truc comme ça? Alors moi j'avais accepté parce que j'étais curieux je trouvais la question tellement étrange que j'étais curieux de voir comment faire. Et en fait, dans le fond, le processus c'est le même. C'est-à-dire que on s'est associé avec John Oxendorf, qui est un professeur du MIT, qui a superposé à notre analyse une autre analyse du comportement du mur. Et puis on a fait un travail d'archéologie du mur, de maquettage du mur, de la structure du théâtre d'Orange, jusqu'à ce que peu à peu s'établisse un consensus sur la non-aggravation du risque d'effondrement dans un contexte d'un ouvrage abîmé qu'on a traité localement, par l'ajout, ça c'est des images de calcul, par l'ajout d'une toiture métallique. Et donc à la fin d'un rapport considérable d'analyse présenté aux autorités publiques, l'un des rapporteurs me dit mais en fait quel est l'accroissement du poids propre de tout le théâtre si on prend cette toiture? Et dans le fond, on s'est rendu compte que l'accroissement était quasi nul si on ramenait le poids de la couverture au poids propre du système, même localement. Et c'est à partir de ce moment-là que les acteurs se sont mis d'accord pour valider une analyse qui était en elle-même une analyse imparfaite. Mais si on ne part pas de l'hypothèse de construire un raisonnement, peu à peu, de buter sur des éléments qui sont non consolidés,
voire sans réponse, il est très difficile d'arriver directement avec une règle de 3. Il faut que le jugement et le sentiment d'une réponse appropriée se construisent peu à peu. C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup expérimenté dans le monde événementiel. Il y a à peu près en 2021, le Paris 2024 est venu nous voir en nous proposant de réfléchir à l'accrochage d'un drapeau de 5000 m² à la Tour Eiffel. Bon. Et donc, pourquoi pas? Donc, du coup, on a appliqué exactement cette démarche-là. C'est-à-dire que, d'abord, on constitue, comme dans tout groupe de parole, d'ailleurs qui est l'un des fondements du monde médical, par exemple, on constitue un groupe d'individus hétérogènes, capables de ne pas être en accord les uns avec les autres. Par exemple, Peter Heppel, qui est un ingénieur spécialisé dans l'analyse du vent, puisqu'il a fait beaucoup de courses de bateaux. Henry Barsley, qui est un des ingénieurs fondateurs du bureau RFR, qui a été aux côtés de beaucoup d'architectes et d'ingénieurs français sur des projets remarquables, notamment comme la pyramide du Louvre, et puis un certain nombre de personnalités à l'agence ou en dehors de l'agence. On a constitué un groupe de travail et on a essayé d'avancer peu à peu sur une méthode qui permette de se dire qu'on était dans un risque d'effondrement normal. D'abord, on a dessiné le drapeau sur la Tour Eiffel pour prendre un peu conscience de l'échelle de l'objet. Voilà, ça, c'est donc un drapeau de 90 mètres par 60 accroché à 250 mètres de haut. Ensuite, on s'est dit, peut-être on n'avait pas d'outils, donc on s'est dit, on va tester la modélisation par des plugins de Grasshopper, que vous devez tous connaître. Et on était tout content parce qu'on avait trouvé le mouvement du drapeau, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce mouvement était lié à la vitesse de résolution informatique. Donc on a continué à avancer. Et on a trouvé des souffleries numériques. Donc les souffleries numériques ont commencé à faire apparaître un comportement désordonné qui nous donnait une vision en fait de la perte d'équilibre du drapeau dans l'air. Parce que vous êtes sur des phénomènes où, par exemple, si le drapeau perd son équilibre, il se met en torche, il vient se plaquer contre la Tour Eiffel, et du coup, la prise au vent, elle est multipliée par X, et là, vous êtes dans une situation un peu hasardeuse. Et puis, fort de la soufflerie numérique, on s'est rendu en Allemagne, chez Wacker Ingénieurs, qui sont des ingénieurs spécialistes dans la soufflerie numérique, et on a tenté d'appréhender le comportement du drapeau à différentes échelles, au 5e, au 10e, etc., à différentes vitesses, pour essayer de comprendre quelle était la traction à la liaison avec la Tour Eiffel et comment se comportait l'ouvrage. Donc vous voyez que peu à peu, le raisonnement se consolide en faisant l'hypothèse que la base de départ, elle est relativement floue. C'est des images de la soufflerie, de quelques essais en soufflerie faits par les ingénieurs en Allemagne. Donc à l'issue de cette étape d'essai en soufflerie, on avait à peu près trouvé la valeur des efforts à la liaison avec la tour et s'est posé la question de savoir comment on se liaisonne à la tour, sans percer un trou. Et là, vous appliquez un deuxième niveau d'analyse au premier. C'est-à-dire que la soufflerie vous donne une première série d'informations et comme vous admettez que les informations sont floues, vous allez les équilibrer par une analyse de la liaison qui va sécuriser le mode de transfert d'effort dans la structure. C'est-à-dire que vous allez superposer une analyse floue avec une résolution précise de la façon dont on introduit les efforts dans la structure. Donc l'idée était de liaisonner une pièce au gousset de la Tour Eiffel. Donc on a redessiné les goussets et on a imaginé comment dessiner une pièce qui transfère les efforts uniquement par frottement.
Donc en fait, c'est exactement comme pour la passerelle, à une échelle un peu différente. C'est que dans le fond, vous superposez à la fois des paramètres que vous ne maîtrisez pas, une amplitude de risque que vous essayez d'appréhender, et puis une façon de traiter techniquement la question qui génère une forme de redondance ou de sécurité. Là, c'est l'installation de la pièce sur la tour Eiffel. Et puis, quelques images du drapeau. Donc, on est tout à fait dans le domaine du réemploi, si j'ose dire, et de la réhabilitation, puisque le support est imparfaitement connu, l'objectif, les efforts donnés sur le support sont appréhendés de manière expérimentale, et l'analyse ne fait qu'accompagner la rencontre des deux. Ah, pardon. Je ne vais pas vous passer le film parce qu'on n'a pas le temps. Donc, un autre exemple. Qu'est-ce que l'on fait si maintenant on n'est plus face à un support existant, mais face au réemploi d'un système constructif dans une autre configuration? Donc là, on est dans un autre registre du réemploi où on a un système constructif existant qui est donc un stock de bois quelque part au Québec, près du Mont Tremblant, qui est racheté par un client et que l'entreprise doit réutiliser, ainsi que les concepteurs, pour en faire le système constructif d'une maison passive. Donc là, on est dans une question où il n'est pas possible de démontrer l'état de la structure par le calcul, où on a un objet qui est imparfait, et où à la fin, on doit s'engager sur une durée de vie et un contrôle du comportement. Donc la démarche, elle est toujours la même, et pour le coup, je pense que ça fait partie des thématiques et des méthodes qui vont peu à peu se généraliser et qui vont être codifiées et discutées. On collecte les caractéristiques de l'existant, on fait des investigations, on discute pour définir un niveau de réparation, et puis on admet ou on essaye de caractériser la fragilité et l'hétérogénéité du dispositif. Dans le cadre de cette maison, on va avec le client acheter du bois en l'état. Donc il y a une première expertise sur l'état sanitaire du bois. On admet que le bois n'est pas gérable en termes de connaissances géométriques, donc on va remplacer ou on va associer au calcul des tests de résistance du matériau. En l'occurrence, on va charger la structure pendant son montage. Et puis, conceptuellement, on va la soulager, c'est-à-dire qu'on va la mettre à l'intérieur et non pas à l'extérieur, et on va faire en sorte qu'elle n'ait aucune fonction autre que de transmettre des charges verticales au sol, et que le contreventement soit, lui, fait par les parois en bois que l'on va construire sur le pourtour de la maison. Donc, la démarche est entre l'analyse visuelle, le test, le schéma statique simplifié, pour atteindre un niveau de sécurité qui soit acceptable. Qui soit acceptable tout en n'étant pas complètement démontrable. C'est-à-dire qu'on dit au client que de toute façon, on n'est pas en mesure de garantir en tout point un comportement similaire pour la structure. Donc l'ensemble de la collectivité des concepteurs va imaginer un projet qui prenne en compte cette incertitude. Ici, on a la façade passive à l'extérieur qui va tenir la structure qui est à l'intérieur. Et la structure qui est à l'intérieur, elle va être testée au fur et à mesure qu'on la construit, tout en étant calculée avec une demi-section, une résistance faible, etc. Et peu à peu, on note une forme de convergence qui n'est pas sans rappeler l'approche qu'a fait Galilée, c'est-à-dire que l'imperfection, ou ce que Abraham Moll appelle les sciences de l'imprécis, donne peu à peu un résultat utilisable. Donc, quelques images de la maison. Ce qui veut donc dire que dans ce contexte, l'imprécision comme méthode d'analyse devient inévitable. Alors comment on enseigne ça? Comment on partage ça?
Alors, on essaye, dans le fond, moi j'ai essayé d'écrire en fait ce que pouvait être ce processus de contrôle de l'imprécision du raisonnement. D'abord, on raconte une histoire, c'est pour ça que je mets souvent le récit au centre de la démarche, et on suggère une analogie, c'est-à-dire que c'est le « tout se passe comme si » de Newton. C'est-à-dire on se met dans une démarche inventive par rapport à la question. Dans le fond, on est dans le contraire d'une démarche qui serait affirmative. Ensuite, on essaye d'expliquer, avec des mots, chacune des grandeurs en jeu. La résistance, l'état sanitaire, l'hétérogénéité, etc. En essayant, si on peut, de les quantifier numériquement, ou tout au moins en trouvant des outils pour avoir des grandeurs. En faisant ce travail d'explicitation des grandeurs en jeu, on va naturellement décomposer toutes les relations qu'on est capable de distinguer entre cause et effet. Ce qui explique la nécessité de remplacer une analyse faite par un collectif de personnes par un débat entre plusieurs individus qui ont des points de vue différents et même, si on a de la chance, des points de vue contraires. Ensuite, on trouve ce que Mols appelle dans les sciences de l'imprécis les circuits de réaction, qu'il appelle aussi toutes les boucles entre un effet et sa cause. C'est-à-dire qu'on essaye de tester la sensibilité de la position que l'on prend par rapport à l'état d'un dispositif, pas seulement la structure, mais aussi le comportement thermique, le comportement acoustique. On essaye de tourner autour de la question. Et en faisant cela, qui est une sorte de procédé itératif, dans le fond, on élimine les éléments inutiles et on va être en mesure de comprendre comment le modèle est sensible ou non aux variations du réel. Donc on va construire un modèle en établissant une correspondance pragmatique entre chacune des boîtes. On va ajuster, on va éliminer, et puis après il y a la phase de test dans le fond, où on va jouer avec l'analyse pour voir si les relations qui s'établissent entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie sont cohérentes. Dans le fond, on essaie de mettre en place une démarche large, contradictoire, qui va peu à peu produire un résultat utilisable. Et lorsqu'on regarde d'ailleurs les eurocodes, bon, je sais pas, moi j'ai du mal à lire tous les eurocodes, peut-être vous aussi. Ça fait 6 ou 7 000 pages, donc c'est illisible. Mais en tout cas, il y a un eurocode extraordinaire, c'est l'eurocode 0. Donc c'est celui qui fait peu de pages. Et dans cet eurocode 0, donc ce règlement européen où les Européens se sont mis d'accord sur une méthode partagée, même avec des annexes nationales à l'échelle de la communauté européenne, dans l'eurocode 0, c'est la première fois qu'on essaie d'écrire sur la question du test. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en relation l'approche semi-probabiliste d'un test, c'est-à-dire le nombre de tests, avec la fiabilité du résultat. Ce qui est une façon complètement, même si elle paraît banale et même si on l'a tous fait, ça veut donc dire qu'à un moment donné, le législateur s'empare d'une démarche qui restera toujours, pas approximative, mais en tout cas toujours partielle, pour essayer d'en donner un résultat définitif. Le résultat définitif, c'est très pratique, hein, c'est l'assurabilité du système, c'est sa durée de vie et c'est sa restitution à ceux qui l'ont acheté. Alors, on peut appliquer ça pas seulement à la structure, on l'applique naturellement à l'architecture de manière globale, mais on peut l'appliquer aussi à la structure, on peut l'appliquer aussi à l'enveloppe, on peut l'appliquer aussi à la paroi. Et en tout cas, ça impose une forme de démarche horizontale où, dans le fond, il n'est plus possible de traiter ces questions les unes contre les autres. Parce que, par exemple, une façon de traiter l'étanchéité d'un mur tout en pérennisant son comportement hygrométrique, ça ne va pas être forcément de supprimer l'isolation, mais de mettre un espace tampon qui va régler la question de la température entre les zones chauffées et les zones qui ne le sont pas. C'est aussi un travail que j'ai expérimenté aux Antilles avec un ingénieur français extraordinaire qui s'appelle Victor Davidovici, qui
qui avait comme mission de faire un inventaire de l'état des collèges aux Antilles, des centaines de logements, d'immeubles de classe construits sur tout le territoire dans un état très très dur, et qui avaient tous comme qualité de ne pas être stables au séisme en fait. C'est-à-dire que c'était l'architecture du chemin de grue, donc on avait des voiles dans une direction et pas dans l'autre. Donc la question qui était posée, c'est comment renforcer des objets comme ça, qui n'ont pas de qualité architecturale immédiate, en ayant une connaissance, on va dire, imparfaite, mais en sachant qu'il va falloir trouver une façon pour traiter de la sensibilité au séisme de ces bâtiments. Et on s'est mis à imaginer un alphabet du renforcement, avec des systèmes en bagues, des systèmes précontraints. Donc on s'est mis à imaginer des typologies de renforcement d'urgence qui prenaient tous comme hypothèse qu'on ne connaîtrait jamais l'état de la structure complètement, l'état du ferraillage, l'état des liaisons. Donc on a raisonné, on a pris l'inverse du raisonnement en imaginant des renforcements externes et non pas des renforcements par collage infini de plaques carbone sur des systèmes qu'on ne connaît pas complètement. On a défini aussi leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à évoluer, et leur sensibilité. Par exemple, on sait que le béton, même s'il est altéré par la carbonatation, il reste néanmoins un matériau qui a une forte résistance en compression. Donc pourquoi ne pas le précontraindre, ce qui va permettre d'effacer la question du ferraillage et donc d'éviter de se poser la question de son mode constructif. On a eu quelques projets expérimentaux qu'on a fait là-bas, dans des environnements extrêmement fragiles, où là, par exemple, on mettait en place une structure de renfort extérieur, alors que le collège était toujours en fonctionnement. Donc, il faut imaginer que dans ce projet, on a une stabilité comme ça, mais on n'a rien comme ça. Comme ça, le bâtiment tombe. Lorsqu'on sait qu'aux Antilles, on est en zone 5, on comprend qu'on a un problème. On est aussi intervenu en site occupé, notamment vers Trinité, où là on a appliqué le même raisonnement en se disant mais si on veut soulager le bâtiment, on va le déconstruire. La déconstruction étant aussi un outil intéressant pour penser la résilience et l'augmentation de la résistance d'un bâtiment. Donc on a déconstruit une partie des étages de la maternité qui était en fonctionnement dans les étages, dans les niveaux inférieurs. Donc c'est l'état de la construction telle qu'on la trouve au départ. Et puis on s'est mis à imaginer un renforcement extérieur pour fabriquer une forme de poutre treillis mixte en acier et en béton, en se disant qu'on n'allait pas aggraver l'état de la construction, et donc toutes les liaisons faites dans la structure entre les parties rapportées en acier et les parties en béton sont des liaisons externes, c'est-à-dire qu'on va précontraindre les pièces les unes contre les autres. On ajoute aussi une précontrainte extérieure, donc on va finir par, dans le fond, on va renforcer la structure sans matière, ou avec peu de matière. Puisque l'idée même de la précontrainte, c'est de remplacer la matière par une force qui va agir positivement sur la résistance du système. Quelques images du chantier. Donc on est vraiment dans une disposition comme ça, c'est-à-dire qu'on a une modélisation qui est assez précise sur un existant qui est assez flou. Les pièces de liaison. Alors, l'autre point qui est, à mon avis, intéressant, c'est que la question de l'imprécision, telle qu'on la vit aujourd'hui, notamment dans le réemploi et la réhabilitation, elle révèle aussi l'inadéquation partielle de la norme et du projet. Ça, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien sur des projets neufs, et c'est quelque chose qui est central sur un projet de réhabilitation. Parce que, dans le fond, la position singulière de la technique en architecture, et on l'a bien vu cet après-midi en travaillant avec les étudiants d'Aurélie Husson, révèle toujours dans son propre déroulement des inadéquations partielles. Il n'est pas possible d'appliquer directement une règle sur une question. Et ça, c'est une expérience que j'ai faite récemment à Meaux, en région parisienne, où on a été approché par une association qui avait acheté un délaissé urbain, l'association Horizon, qui est un petit peu l'équivalent d'Emmaüs,
qui avait acheté un délaissé urbain de 3500 m², une sorte de friche urbaine squattée, abîmée, presque inutilisable, dans laquelle elle voulait mettre son modèle économique et son modèle social de réinsertion par la vente d'éléments qu'on lui donne et qu'elle remet en état, ou par la réinsertion de personnes, ou par le rapprochement familial. Donc, lorsque l'association prend contact avec nous, elle nous explique qu'elle a un budget inférieur à 2 millions d'euros et une surface hors œuvre nette de 3500 m² à traiter, soit un budget de 600 à 700 euros du mètre carré. Alors ce budget est incompressible, c'est-à-dire qu'il est déjà le résultat de subventions, d'économies de l'association, sa capacité d'emprunt, donc on ne peut rien faire. On est obligé de prendre comme hypothèse un budget trop bas. Et partant de cela, en s'inspirant notamment du travail de Lucien Kroll, par exemple, qui a beaucoup écrit sur l'autoconstruction, on a essayé de mettre au centre du projet un modèle social et économique qui permettait de distinguer ce qui serait fait par le client en termes d'autoconstruction, ce qui serait sécurisé par des entreprises pour garantir essentiellement la solidité et le clos couvert, et ce qui ne serait pas assurable. C'est-à-dire qu'on a proposé au client de sortir de la responsabilité du maître d'œuvre certaines parties du projet. Voilà l'état de la construction tel qu'on la découvre au démarrage du projet. Donc c'est un ancien garage avec au centre l'espace de l'atelier qui a supporté pendant des dizaines d'années des machines lourdes. On est sur un modèle social qui est un petit peu limite, si vous voulez, c'est-à-dire que les ouvriers sont au centre, le patronat est autour, donc les stocks sont autour, la lumière naturelle, il n'y en a pas, donc c'est un objet qui est centré sur lui-même. Et notamment, on constate qu'on a des centaines de mètres carrés de dallage qui devraient en général être cassés. Voilà. Mais si on casse le dallage, pour le remplacer par un dallage neuf, alors on va imposer au client une dépense qui ne sert à rien. Et en même temps, si en tant que maître d'œuvre, on prend la responsabilité du dallage en termes de durabilité, on va être en défaut par rapport à notre assurance. Un dallage en tant que tel ne présente pas de risque de solidité. Il est posé au sol, il ne va pas tasser, donc il va être là. Donc la seule question, c'est la question de la durabilité. Donc le premier travail qui a été fait avec le maître d'ouvrage a été de séparer les parties d'ouvrage qui pouvaient ne pas être garanties par le maître d'œuvre, et donc non démolies, de celles qui devaient être faites. Donc on a par exemple sorti tout le dallage du rez-de-chaussée de notre responsabilité en termes de vieillissement. On a gardé par défaut, mais ça on l'a toujours, la responsabilité pénale en cas d'effondrement, mais là il n'y avait pas de risque. Pour la charpente, à l'inverse, on avait peu de moyens de comprendre comment la charpente fonctionnait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a suspendu des petits ballons d'eau au nœud de la charpente, et on a pris un protocole de charge qui avait été écrit par Veritas dans les années 90, c'est-à-dire qu'on a vérifié la solidité de l'ouvrage en mesurant son élasticité, c'est-à-dire je le charge de temps, je le décharge et je regarde au bout d'une journée ou 2 journées comment l'ouvrage revient vers son état initial. C'est-à-dire qu'on a peu à peu remplacé une grande partie de l'analyse par de l'expérimentation. Alors, en faisant ça, et si je cite Lucien Kroll, le maître d'ouvrage s'est peu à peu approprié les thématiques de l'aménagement spatial et on a pu, on va dire, dessiner collectivement le plan avec comme centralité l'usage mais aussi le modèle économique du client. Ça, c'est l'état de la structure et du dallage au démarrage du projet. On doit y installer un accueil de jour, une réinsertion sociale, etc. Un recyclage et une vente de mobilier qui vont devenir le centre, le poumon économique de l'association. Donc finalement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, finalement, on va remplacer les machines lourdes de l'usine par des vêtements, des meubles et
des ustensiles. Donc dans le fond, on sait qu'on va être beaucoup moins lourd, donc on n'a pas de risque d'effondrement du système. Mais ce n'est pas suffisant de dire ça. Il faut convaincre le client que cette responsabilité va vers lui et non pas chez lui. C'est exactement pour ceux qui sont au courant de ces démarches ce qui a été mis au point avec l'apparition de l'ingénierie feu. C'est-à-dire que je démontre que la position de la flamme dans un bâtiment est telle que l'élévation de température au droit de la charpente n'excédera pas une valeur qui mettrait en péril sa solidité. Sauf que c'est sympathique, ça. C'est fait par Effectis en région parisienne, par exemple. Mais ça impose au maître d'ouvrage de mettre ces matières inflammables à un endroit et pas à un autre. Moi, je me rappelle que lorsqu'on avait fait l'Aqualagon avec Jacques Ferrier, dont je vous avais parlé il y a quelques années, on était parti là-dessus. On avait défini des zones où mettre les transats qui étaient inflammables. Et Disney s'en a aperçu qu'on s'était livré. Il se rendait compte qu'il ne pouvait pas le ranger comme il voulait. Donc il y a une sorte de partage de la responsabilité qui, dans le fond, permet de traiter ces incertitudes. On parle aussi de participation citoyenne dans le projet, mais c'est en fait ça, c'est le partage de la responsabilité, c'est une forme de co-conception du projet. Donc voici l'état de la construction au démarrage de l'analyse. On a un bâtiment qu'on va réutiliser pour faire les bureaux. Là, il n'est pas question de le démolir. On ne sait pas quoi dire de son état. C'est un bâtiment qui n'est pas calculable. On va mettre en place une sorte de bâche à eau qu'on va remplir avec une épaisseur d'eau qui correspond à l'usage de la construction et on va mesurer les déformations. Alors après, vous pourriez me dire, mais très bien, c'est sympathique, mais comment on sait que dans 50 ans, ce sera toujours valable? Mais je vous rassure, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de prendre un risque. Donc la question n'est pas de se mettre dans une position où on ne prend pas de risque. La question est de se mettre dans une position où on se demande si le risque qu'on prend est un risque normal. Mais dans le fond, ça revient à une position qui a toujours été celle des maîtres d'œuvre. Simplement là, elle est explicite, elle est moins implicite. Quelques images du projet. Après, je pense qu'il faut que j'arrête. Je vais conclure. Donc, les hypothèses techniques et économiques deviennent des hypothèses architecturales. On garde au maximum la structure. On ne refait pas le sol. On va creuser un peu le bâtiment pour amener de la ventilation naturelle, de la lumière. On va trouver une stratégie de performance ciblée, c'est-à-dire qu'on va investir sur l'enveloppe plutôt que sur le second œuvre. Et on va intégrer le modèle économique dans le dessin du projet, c'est-à-dire qu'on va utiliser le personnel en réinsertion de l'association pour mettre en place le second œuvre de l'opération. Et peu à peu, le modèle économique commence à coller au projet, ça crée une dynamique et l'association reçoit des dons de stocks de matériel pas utilisés qui vont lui permettre notamment de traiter le second œuvre. Le travail est fait collectivement. Et si on cite à nouveau Lucien Kroll, c'est une attitude qui va mêler scientifique et humanisme. C'est-à-dire que lorsqu'on dit faire participer, ce n'est pas un argument de vente. Ce n'est pas non plus une politesse envers les habitants. C'est dans le fond, tout comme lorsqu'on réemploie une construction ou un système constructif, c'est les considérer comme des éléments indispensables pour atteindre la complexité du projet vers sa fabrication et sa livraison. Donc Lucien Kroll dit aux trois qualités décrites par Vitruve, Firmitas, Utilitas et Venustas, on peut utiliser Humanitas. Et c'est réellement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'individu devient central dans la concertation du projet. Ce qui est nouveau, comme le dit Lucien Kroll dans l'exposition Tout est paysage, qui était une exposition très intéressante, ce qui est nouveau, c'est que cette centralité de l'utilisateur participe au raisonnement scientifique. Je vous ai mis quelques images. Alors, en fait, ça pose plusieurs questions. C'est comment faire participer l'utilisateur au projet. Par exemple, vous avez un plancher existant et vous savez que sa capacité portante est 2 fois inférieure à ce que vous recommande la norme. Et vous savez aussi que la norme vous autorise à être inférieure à ce qu'elle recommande si le maître d'ouvrage accepte cette hypothèse.
Donc en fait, on a un travail de concertation où dans le fond, on partage la responsabilité dans un échange pour essayer de comprendre si les besoins exprimés par l'utilisateur coïncident avec par exemple une valeur de charge qui est inférieure à celle de la norme, mais la valeur de charge de la norme, c'est une valeur enveloppe de situation générale. Donc on part vraiment de l'hypothèse singulière, locale. Ce qui, dans le fond, oblige à préciser les usages, donc tout à coup tout le monde s'investit, à prioriser les dépenses, donc il y a une forme de domestication du budget, à introduire l'autoconstruction, mais sur des éléments ciblés, à définir le cadre de l'assurabilité de la construction. Est-ce que tout ne pourrait pas être assurable de la même façon? Et puis, bien entendu, à introduire une dimension poétique et sensible, parce qu'à la fin, tous ces critères techniques ne produisent pas d'architecture. Ces critères techniques ou stratégiques ou économiques vont accompagner un projet qui, à la fin, sera qualitativement jugé sur d'autres critères que cela. Mais en les mettant au centre, ils vont venir informer la réflexion poétique et sensible, puisqu'ils vont définir des limites qui vont permettre à chacun de se situer dans ce qu'il est souhaitable ou non souhaitable de faire. Bien entendu, on ne réinvente rien, comme vous le savez. Cette idée de faire participer les habitants, c'est évident dans les structures traditionnelles et vernaculaires. C'est pour ça que dans le fond, toutes ces histoires autour du réemploi, autour de la réhabilitation, qu'on fait semblant de redécouvrir, c'est simplement un retour en arrière vers des pratiques qui étaient opérantes lorsqu'on avait moins de moyens, moins de matière, moins d'outils pour acheter très loin. Donc simplement, c'est une sorte de réinvestissement de pratiques anciennes, superposées avec des objectifs qui sont, eux, beaucoup plus forts. Par exemple, vous connaissez peut-être le fameux mystère de Guise, c'était ça, c'était l'une des hypothèses, c'était d'avoir un travail en coopérative. Vous connaissez peut-être aussi les castors, le mouvement des castors qui s'est constitué après la Seconde Guerre mondiale, qui était fédéré autour d'une action militante pour l'autoconstruction. Ou la Convention d'Arus, qui avait été signée en 1983, qui donnait aux habitants un pouvoir de participation au processus décisionnel. Mais plus que d'en faire simplement des choix politiques et des convictions, on en fait une méthode opérationnelle de décision qui prend comme base l'hypothèse d'Abraham Moltz. Ça, j'avais mis quelques images, mais on va passer vite. Voilà. Alors, ça induit aussi quelque chose qui n'est pas quelque chose qui est, comme on le sait sur les chantiers, qui est pas facilement acceptable. Ça induit d'accepter une part d'imprévu dans le processus de réalisation du projet. On a tous été en position d'aller présenter à un maître d'ouvrage un devis de travaux supplémentaires parce qu'on avait oublié quelque chose. Enfin, moi, ça m'est arrivé des tas de fois. J'imagine que ça nous arrive à tous. Mais simplement, là, l'hypothèse que propose Lucien Kroll, c'est d'admettre qu'il y a une forme d'incertitude du processus lui-même. C'est-à-dire que tout le monde est en responsabilité, le maître d'œuvre, mais aussi le maître d'ouvrage. Donc le projet en lui-même, l'espace vert au centre, la charpente métallique qui est réutilisée, qui est retournée sur 2 travées puisqu'elle est démontable et les boulonnée pour faire le grenier, le jardin, la stratégie chauffée, non chauffée par rapport à la position statique ou en mouvement de l'utilisateur. Ici, on a les zones où les familles se regroupent, donc on est statique chauffé. Là, on est dans le grenier, on est non chauffé, mais on est chauffé par la proximité du bureau. Donc, il y a aussi cette logique des ambiances. Et puis, l'idée de la ventilation naturelle qui va permettre d'avoir un confort au quotidien. Donc, le projet va se fonder sur l'aléatoire et l'inconnu des habitants, et la procédure va laisser place naturellement à un processus participatif. Alors, donc, en fait, le mouvement qui s'opère et que nous on ressent, mais qui paraîtra sans doute banal pour nos étudiants et pour les étudiants de nos étudiants, c'est qu'à un moment donné, la problématique de maintenance
et de recyclage, voire de réutilisation, est en passe d'aller dans la pratique courante. Et je voudrais dire quelques mots sur la question de la maintenance, parce que la maintenance a longtemps été une phrase, au fond d'un descriptif, pour expliquer qu'il fallait entretenir un ouvrage. La maintenance, c'est-à-dire l'entretien par l'utilisateur d'un objet, doit devenir un élément qui fait partie intégrante de la démarche de projet. Je pense que dans le processus de responsabilisation des acteurs, le maître d'ouvrage ou l'utilisateur doit être en capacité de maintenir ou d'entretenir son bâtiment, mais le concepteur doit être formé pour mettre cette maintenance au centre de la démarche de projet. Tout ça produit une sorte de joyeux bazar où on remet en question les règles qui sont encouragées par l'unification des normes, on décloisonne par l'utilisation des matériaux de construction, on invente parce que les contextes locaux prennent le dessus sur les méthodes génériques, et on constate que souvent, et même chez des donneurs d'ordre supposés très conservateurs, et même si les processus ne vont pas jusqu'au bout, on se rend compte que les maîtres d'œuvre, les constructeurs et les maîtres d'ouvrage sont ouverts à l'innovation et à la recherche. Par exemple, j'ai proposé la semaine passée à un client de concevoir un bâtiment sans connaître par avance la structure qu'on allait mettre en place. C'est-à-dire, je ne connais pas, je fais l'hypothèse que ma structure va être partiellement recyclée, je ne la connais pas. Comment je conçois mon système pour que cette hypothèse devienne une hypothèse qui m'aide à dessiner le projet. Et dans le fond, si on applique la démarche d'Abraham Moll, ça marche parfaitement bien. Si je dis je ne connais pas mes poutres, alors on peut se dire quelle est la portée moyenne d'une poutre si elle est en béton, en bois, en acier. Disons 5 à 6 mètres. Si je ne connais pas mes charges et mes portées, donc quelle est la position de ma trame pour que j'ai un gabarit qui me permette d'intégrer différents types de poutres que je ne connaîtrai qu'à la fin de mon processus, même de réalisation. Si je ne sais pas si je vais pouvoir faire des éléments continus de plus de 6 mètres de long, alors je construis des systèmes qui sont isostatiques, de sorte que j'ai chacune des poutres qui s'appuie sur des poteaux et que la poutre qui suit la précédente n'est pas forcément faite du même matériau. Et on va dire, de caravansérail et de pas en pas, j'invente un dispositif qui va intégrer la structure sans la connaître. Et la condition pour que ça fonctionne, c'est que le projet soit fait à partir de cette limite. C'est-à-dire que je décide mon projet en me disant ma trame générique, c'est celle-là et pas celle-là. Quelles conséquences ça a sur la conception de mon logement, par exemple, ou la conception de mes espaces, et de quelle façon ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'on met la limite de l'hypothèse au centre de la démarche de projet, non pas de manière applicative, mais de manière comme une donnée initiale. Bon, quelques photos du chantier. Le dallage qu'on a bien eu raison de réussir à garder. Je ne suis pas toujours arrivé. Sur d'autres projets, j'ai beaucoup regretté de ne pas y arriver parce qu'on a gagné beaucoup d'argent. Enfin, le client a gagné beaucoup d'argent. Alors, il y a aussi cette question, on en parlait avec Aurélie tout à l'heure, cette question intéressante de comment on valorise les honoraires de maître d'œuvre dans un dispositif où on va essayer de minimiser les coûts et de réutiliser au maximum. Comment cette hypothèse, dire qu'on se rend compte que la démarche même du maître d'œuvre ne peut pas être rattachée directement à un coût, puisqu'on n'a pas de relation rationnelle entre le temps passé, on n'en avait déjà pas beaucoup avant, mais là on n'en a plus du tout, entre le temps passé et la dépense du client. Donc ça remet aussi en question la valorisation du temps. Ça remet aussi en question les équipes, c'est-à-dire est-ce que sur des projets comme ça, on a les moyens d'avoir une équipe pléthorique d'individus qui vont se battre pour un petit budget, où ça ne pousse pas à des démarches plus transversales et plus inclusives. Donc le projet, voilà, le maître d'ouvrage bénévole qui visite son site, il y avait un tronc d'arbre dans le secteur, on en a fait un poteau. Bien sûr, on se rend compte que le maître d'ouvrage va comme vous et moi au musée, voir des expos, donc tout à coup on découvre qu'il connaît la polychromie de Le Corbusier. Vous voyez, il y a des choses, c'est-à-dire que c'est aussi des... Oui, il faut essayer de ne pas se dire que ces démarches remplacent la culture architecturale telle qu'on la défend, la sensibilité spatiale,
Voilà, c'est une démarche qui va accompagner sans remplacer. Parce que c'est aussi une question à laquelle il faudrait réfléchir, c'est de ne pas faire de ces approches quelque chose qui va se substituer à l'objectif à l'ambition d'un projet qui n'est pas nécessairement d'être fait à partir de réemploi. L'espace avec l'enveloppe neuve, le grenier, le jardin central, voilà. Et puis le poumon du projet avec tout ce qui est recyclé et réutilisé. Alors on peut aussi décider de ne pas tout peindre, de ne pas tout gratter. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une position où dans le fond, il faut faire œuvre de projet de manière plus fine, hein, puisqu'on a moins d'outils. Moi j'aime bien quand les peintures sont belles, enfin c'est personnel. Voilà. Donc finalement, et peut-être qu'on peut conclure là-dessus pour le coup, finalement c'est dans cette impuissance de la norme à régler totalement la pratique constructive que va apparaître le bricolage, mais au sens le plus profond, hein, au sens que pouvait expliquer par exemple Lévi-Strauss, le bricolage opéré par les acteurs du projet. C'est-à-dire qu'il faut entendre ici le mot bricolage comme un dispositif qui va permettre d'améliorer les processus d'innovation collaborative entre les acteurs et de faire face à l'inattendu. Je vous remercie.